Sur Touche pas à mon YouTube, aujourd'hui on va parler de l'actualité. Alors comme vous êtes au courant, vous avez certainement entendu parler du fait que si il s'avère que chez vous, vous avez une baignoire ou vous avez, disons, un canapé, vous subirez une amende et vous serez taxé, imposé, parce que tu as un canapé, et si tu as deux tasses, hein, eh ben tu seras sanctionné et taxé. Donc ça c'est gravissime. On a aussi les colis venus de l'étranger, Shein, etc. Donc j'ai été le seul à défendre la marque Shein. Tout le monde m'est tombé dessus. Je vous avais dit que cette affaire de pédo, c'était une fake news, c'était faux totalement, et qu'en fait ça visait à faire accepter le fait que maintenant vous alliez payer 2 € par colis. Maintenant, voilà, super. Donc vous êtes taxé. Vous avez demandé cette taxe. Je ne veux aucun Français qui se plaigne de cette taxe-là. Vous l'avez réclamé, vous l'avez voulu, vous m'êtes tous tombés dessus, vous assumez. Et vous savez quoi? Ils se sont rendus compte à quel point les Français étaient teubés, hein, que c'était Oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Bah, ils se sont dit, bah, vous savez quoi? Bah, 2 € ça les dérange pas? Eh ben, on va augmenter à 10 €. Ah bah, ça va faire tout drôle, les Français, hein. Donc, c'est assez dramatique ce qui est en train de se passer. Mais je tiens à rassurer tous ceux qui nous écoutent. Boualem Sansal est libre, il est vivant, il s'amuse bien. T'inquiète pas que lui, il a tout ce qu'il veut. Il a jamais travaillé en France. Le mec, ça fait 6 mois qu'il est en France. Avant, c'était un blédard. Et il a tout. Retraite, maison, massage thaïlandais, tu vois, bébé glow, tu vois, il fait sa skincare, tout ça aux frais du contribuable. Ah là là, c'est phénoménal. Donc on va regarder, parce qu'à cause des Chinois, on évite d'acheter le savoir-faire à la française. Vous savez, nous avons ces produits, des gants chauds pour femmes. Trop mignons, trop mimes. Ouais, vive Boualem Sansal, validé par Boualem Sansal. Donc t'as 13 400 gogolitos. Oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, 13 400 personnes ont acheté, tu vois, ces gants à 39,35. D'accord, on est d'accord, hein. C'est fou, hein. Mais après, bon, j'ai envie de te dire, quand tu veux de la qualité française, la qualité française, faut savoir mettre le prix quand même. Oh, mais c'est quoi ça? Bah, attends, mais on est sur AliExpress. Gants en tricot imprimé, motif chat, épais séparé, pour automne et hiver anti-froid. 46 000 ventes. Je vois que le site français, ils en ont acheté beaucoup, tu vois. Combien? Ah, 3,84 €. Attends, 3,84 € les gants. Et ici, ils le vendent 40 €. Ah, d'accord, ok. Je comprends pourquoi les Français, il faut les empêcher absolument d'acheter directement à la Chine. Voilà. Incroyable. Alors certains pourraient être choqués de ce que je viens de montrer, mais je tiens juste à rappeler une chose. Peut-être vous êtes choqués, mais n'oubliez pas. Peut-être que ça va être très difficile, peut-être que vous n'allez pas pouvoir fêter Noël, peut-être que votre enfant ne pourra peut-être pas manger à sa faim ce soir, hein. Mais sachez une chose, quand il sera le soir, vous allez le faire allonger et le coucher, qui sera là, papa, maman, j'ai faim, par pitié. Tu lui diras, je sais que t'as faim, Billy, mais n'oublie pas une chose. Oui, je sais, chut, tu me laisses finir, je sais ce que tu vas dire, chut, tu me laisses finir. Boualem Sansal est libre. Mais je m'en fous, j'ai faim. Oh mon Dieu, mon fils est un islamo-gauchiste fan des news de l'actualité de Samir, c'est ça? Tu écoutes un peu trop les vidéos de Samir, attention fiston, hein. N'oublie pas, l'important c'est Boualem Sansal. Mais je m'en fous de ce blédard. Mais dégagez-le dans son pays. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il vient de dire? En fait, faut comprendre que en France, ils sont en train d'essayer d'obliger les Chinois à dire, les mecs, vous connaissez pas le marché des Français. Le marché français, c'est des bouffons, tu vois. N'oubliez pas. C'est-à-dire que le truc, je sais que vous avez l'habitude d'acheter des stylos, vous les fabriquez 2 centimes, vous les vendez 10 centimes. Mais en France, ça se passe pas comme ça, c'est des bouffons. Ils acceptent d'acheter ça 2,50 €. Tu vois. Arrêtez de niquer le business, venez. Mais juste augmenter les prix. On se met bien, vous inquiétez pas. Tu vois. Alors, ce seraient des stylos signés par la main de Boualem Sansal, bien évidemment, hein. Pas d'électricité non plus, vivre dans les bois reste interdit. Alors, encore une fois, pour ceux qui nous regardent de l'étranger, ça s'est pas passé comme ça. C'est-à-dire que pourquoi les Français, il faut savoir que 99% des Français sont pour cette taxe-là. Il faut comprendre que ça s'est fait petit à petit. Il faut savoir qu'il y a eu les médias du système qui sont intervenus pour expliquer que, en fait, dans les baignoires, souvent les musulmans faisaient leurs ablutions, hein, pour faire la prière, et que l'augmentation des baignoires, ça veut dire l'augmentation de l'islam. Et donc lutter contre les baignoires, c'est lutter contre l'islam. Et tous les Français, ils ont dit, oui, taxons les baignoires. Mais chérie, on a une baignoire. Chut, je suis en train de lutter contre l'islam. Je suis un vrai guerrier. Et vivez-vous à l'essence. Oh putain, c'est phénoménal. Ah là là. C'est-à-dire que les Français ne s'occupent pas de leur bien-être, de leur niveau de vie. C'est-à-dire que le niveau de vie de la Russie, de Poutine, il augmente. Le niveau de vie des Algériens, il augmente. Le niveau de vie des Chinois, il augmente. Le niveau de vie des Français, il chute. Mais Boualem Sansal et l'islam et la abaya. Et ça, ce que je suis en train de vous dire, je le répète, hein,
tout le jeu, c'est de venir faire passer une loi, et ensuite ça débat, l'extrême gauche, l'extrême droite, tout ça. Tout ça n'est que du théâtre. Vous inquiétez pas que l'extrême gauche, la gauche, s'ils voulaient empêcher cet axe, ils le feraient. Donc en fait, si ça passe, c'est qu'ils l'ont voulu. Hein. Ils l'ont voulu volontairement. Donc arrêtez de parler politique, c'est un jeu. Avec des personnalités de premier plan qui se mettent sur le créneau. C'est vraiment une espèce d'Algérian bashing. Alors vous avez au premier rang desquels d'anciens pieds noirs, des gens comme Éric Zemmour, Sarah Knafo, Bernard-Henri Lévy, Jacques Attali, mais vous avez aussi Xavier Driancourt, qui a été 2 fois ambassadeur de France en Algérie et qui passe son temps, maintenant qu'il est à la retraite, à cracher sur l'Algérie, c'est du jamais vu. Vous avez Retailleau qui s'est mis sur le coup, vous avez Wauquiez, vous avez évidemment les dirigeants du RN, tout le monde se met à cracher sur l'Algérie. Et ce que je connais aussi, ce que je sais aussi, c'est qu'en Algérie, il y a des quantités d'Algériens qui aiment la France, que nous avons des échanges commerciaux, linguistiques, universitaires, familiaux, des familles entières, etc. Et que ça, c'est un principe de réalité. Et puis je sais aussi que l'Algérie est devenue, depuis la scission du Soudan en 2 États, c'est devenu le plus grand pays d'Afrique. Et c'est un pays qui a des ressources en hydrocarbures considérables. Et c'est un pays qui était un des débouchés considérables pour l'industrie française, pour les céréales françaises, etc. Je sais aussi que les Algériens, c'est vrai d'ailleurs de tous les peuples, mais c'est particulièrement vrai des Algériens, je pense, c'est des dirigeants qui sont assez susceptibles. La façon dont se prend le gouvernement français, M. Retailleau le premier, qui toutes les 3 semaines fustige l'Algérie publiquement, c'est la façon dont il ne faut pas agir. Je dirais la même chose avec la Chine, par exemple, ou avec des extrêmes orientaux. C'est-à-dire que lorsqu'on a des problèmes avec un pays, on en a avec l'Algérie, notamment les fameuses OQTF, etc., ces problèmes doivent se régler derrière les portes capitonnées des chancelleries. On ne met pas tout ça sur la table. Et mettre tout ça sur la table, c'est s'assurer d'avoir un pouvoir à Alger qui va se cabrer. Donc, d'ailleurs, depuis que M. Retailleau, depuis que M. Xavier Driancourt, depuis que M. Zemmour, depuis que on a en permanence des gens qui, tous les 4 matins, crachent sur l'Algérie, ça a changé quoi, en fait ? Ça a changé quoi ? Ça a changé strictement rien. Ça a changé qu'on est dans une situation il n'y a plus de contact. Alors là, M. Retailleau, il retire les facilités à une 40aine de dirigeants. J'ai cru comprendre que ça allait bientôt monter à 80. Très bien. Mais un principe fondamental dans les relations internationales, regardez comment agit un Poutine ou comment agit un Xi Jinping, le principe fondamental, c'est de réfléchir au coup d'après, puis au coup d'après, etc. C'est de réfléchir à 3 ou 4 coups. Parce que là, il se passe quoi, là ? Voilà. Monsieur Retailleau, il décide que, voilà, on retire l'entrée à une 40aine de chefs, de dirigeants, de hauts fonctionnaires algériens. Et il va se passer quoi ? Moi, ce que je voudrais dire, c'est que là, il n'y a aucun média, pratiquement, qui va vous en parler de ce que je vais vous dire là maintenant. C'est qu'aujourd'hui ou hier, vient de se tenir à Rome, en Italie, le 5e sommet italo-algérien. Avec Madame Meloni, qui a reçu le président Tebboune, ils se sont quasiment tombés dans les bras l'un de l'autre. Il y avait 400 chefs d'entreprise qui ont participé à ça. Il y a eu 10 accords intergouvernementaux entre Rome et Alger qui ont été signés, dont la lutte contre le terrorisme, dont justement la lutte contre l'immigration. Il y a eu 30 accords commerciaux. L'Algérie est en train de devenir désormais, l'Italie est le premier fournisseur de l'Algérie. Et non, excusez-moi, le 2e fournisseur de l'Algérie, mais le premier client. 6,5% des exportations algériennes vont vers l'Italie. L'Italie, du fait qu'on a coupé les vivres avec la Russie, l'Italie
a décidé de se réorienter vers le GNL algérien. Il y a plus d'un tiers, il y a bientôt 40% des productions énergétiques des sources d'énergie en Italie qui viennent d'Algérie en substitution à l'affaire russe. Il se passe quelque chose de vraiment fascinant en Méditerranée en ce moment. C'est comme un jeu de miroir en fait. D'un côté, on a une France qui donne l'impression de s'empêtrer dans ses propres crises, presque paralysée, et de l'autre, juste en face, une Algérie qui, elle, affiche une assurance, une constance qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps. J'ai l'impression qu'on a dépassé la simple crise diplomatique, là. On assiste peut-être à un vrai basculement. Un basculement ou une mise en scène. Cette constance que tu décris, est-ce qu'elle est réelle ou est-ce que c'est une posture savamment entretenue? En diplomatie, la perception, c'est une arme. Et là, le récit est très clair. L'Algérie stable, maîtrise de son destin face à une France qui chancelle. La première question, c'est toujours la même. À qui profite ce récit? C'est juste. Mais pour comprendre pourquoi ce récit fonctionne si bien, il faut regarder l'état de la France. Ce n'est pas qu'une perception, c'est un climat. Toutes les analyses parlent d'une colère sourde qui traverse le pays. C'est un grondement, une tension. Oui, on la sent. Et ce n'est pas une colère abstraite, idéologique. Non, elle vient de choses très très concrètes. Le portefeuille, le frigo, le plein d'essence. Les choses du quotidien, quoi. Exactement. Le premier truc, c'est cette impression d'un matraquage fiscal qui est devenu absurde, aléatoire. Les gens ont le sentiment que l'État taxe tout sans logique et que cet argent est mal utilisé. Ça crée un vrai sentiment de dépossession. Et puis il y a le bulldozer de l'inflation, le ressenti quotidien. Quand ton caddie de course augmente de 20% en 2 ans, ça change tout. C'est un cocktail social explosif. Et face à ça, le pouvoir politique a 2 options. Soit il traite les causes profondes, ce qui est long, difficile et impopulaire. Soit il trouve un dérivatif, une diversion. Et on dirait bien que le choix est fait. La stratégie, c'est de canaliser cette frustration. Au lieu de dire « voici nos erreurs, voici le plan », le discours devient « votre colère est légitime, mais la cause, elle n'est pas ici, elle est à l'extérieur ». On construit cette figure de l'ennemi. C'est vieux comme la politique. Ah, c'est le grand classique de la dramaturgie politique. Le navire prend l'eau, la coque est fissurée de partout, et que fait le capitaine? Il monte sur le pont et il crie « Attention, monstre marin à l'horizon !» Et tout le monde regarde au loin. Pendant ce temps, personne ne voit l'eau qui monte dans la cale. Dans ce théâtre, l'Algérie, c'est le monstre marin parfait. Proche, un passé complexe, l'autre, idéal. C'est une stratégie d'évitement, mais en géopolitique, ce genre de stratégie a un coût. Et il est exorbitant. C'est exactement ce qui semble se produire. Parce que pendant que Paris est obsédé par ce monstre marin, de l'autre côté de la Méditerranée, on n'est pas du tout dans la même pièce. Là-bas, l'image projetée, c'est celle d'une puissance sereine, un roc. On parle de stabilité, de fermeté des décisions, de souveraineté. Non négociable. L'Algérie qui se présente comme une forteresse qui ne tremble pas. Une forteresse. L'image est intéressante. Une forteresse, ça protège, c'est solide. D'accord. Mais ça peut aussi devenir une prison, ça isole. Et cette rigidité affichée, cette fermeté, est-ce que ce n'est pas au fond le signe d'une peur du changement, d'une certaine incapacité à s'adapter? Dans un monde aussi instable que le nôtre, l'agilité c'est une force, la rigidité ça peut devenir une faiblesse fatale. La vraie puissance, ce n'est pas de refuser le compromis, c'est d'être assez fort pour imposer le compromis qui t'arrange. C'est une lecture. Mais sur le terrain, cette posture a des effets très concrets. Elle exaspère ce que les sources appellent le lobby hostile à Paris. Tu vois de qui je parle? Oui. Les cercles d'affaires, certains politiques, les intermédiaires. Exactement. Ceux qui, pendant des décennies, avaient leurs entrées à Alger, qui pouvaient influencer des contrats, aujourd'hui, on leur claque la porte au nez. Et pour Alger, leur frustration, c'est la preuve que la stratégie marche. Le message, c'est vous pouviez téléphoner pour arranger vos affaires et terminer. D'accord. On bouscule les vieilles habitudes, on coupe les ponts avec un certain establishment parisien, admettons. Mais au-delà de ça, stratégiquement, ça change quoi? Est-ce que cette forteresse construit quelque chose à l'extérieur de ses murs? Eh bien, c'est là que ça devient crucial. L'obsession française pour ses problèmes internes, ses ennemis imaginaires, ça crée un vide. Un énorme vide stratégique en Méditerranée occidentale et au Sahel. La France est tellement occupée à se regarder le nombril qu'elle ne voit pas que le terrain de jeu change autour d'elle. Et en géopolitique, un vide. Il est toujours comblé.
toujours. Et on a un candidat qui est très pressé de le combler, si je ne m'abuse. Un voisin qui n'a pas les mêmes états d'âme. L'Italie, exactement, l'exemple est frappant. Pendant que la relation Paris-Alger est au point mort, Rome avance ses pions. Et avec une efficacité redoutable. Ce ne sont pas des paroles, hein, ce sont des actes. Le Premier ministre italien se déplace à Alger, sourit, serre des mains, et il repart avec des contrats majeurs. On parle de l'accord avec le géant Eni pour augmenter de près de 40% les livraisons de gaz via le gazoduc Transmed. C'est un pivot stratégique énorme pour l'Italie. Attention, attention. On aurait tort de voir l'Italie comme un simple opportuniste qui ramasse les miettes. Ce serait une grosse erreur d'analyse. C'est bien plus profond que ça. Rome déploie une véritable stratégie méditerranéenne, pensée sur le long terme. Le plan Mattei pour l'Afrique. Exactement. Ce n'est pas du vent, c'est une vision cohérente. Énergie, industrie, migration, influence culturelle. Ils ont compris que l'avenir se jouait au sud. Pendant que Paris est encore englué dans ses schémas post-coloniaux à réagir aux crises au lieu de les anticiper, l'Italie, elle, propose un partenariat. Elle ne donne pas de leçons, elle ne fait pas de bruit. Elle signe des contrats. Elle signe des contrats et elle construit des ponts. On assiste en direct à une redistribution des cartes de l'influence. C'est ça qui se passe. Ce qui m'amène au dernier volet de cette histoire, qui est peut-être le plus complexe. C'est la dimension humaine. Cette posture de souveraineté algérienne, cette nouvelle assurance, elle a un écho énorme au sein de la diaspora, notamment en France. C'est perçu comme une source de fierté immense pour des jeunes qui peuvent se sentir discriminés, assigner une identité. Voir le pays de leurs parents se tenir droit, parler d'égal à égal avec la France, c'est une sorte de revanche symbolique. Une revanche ? Ou en fardeau supplémentaire. Une revanche, dans le sens d'un rééquilibrage. L'idée, c'est que cette fierté devient un bouclier. Face au mépris, à l'ignorance, ils peuvent se dire « Mon pays d'origine est une puissance respectée qui ne se laisse pas faire ». Ça devient une force intime, une manière de relever la tête. Je comprends parfaitement la puissance de ce récit. C'est très séduisant, je le conçois. Mais c'est un discours à double tranchant. Et il est incroyablement dangereux. Parce que cette fierté, si elle se construit contre le pays où tu vis, où tu as grandi, où tu travailles, elle t'enferme. Elle t'oblige à choisir un camp. Exactement. Elle t'oblige à choisir un camp dans une guerre qui n'est pas la tienne. Pour les millions de citoyens franco-algériens, comment on gère cette tension au quotidien ? T'es fier de l'Algérie qui tient tête à la France, mais le matin tu prends le métro à Paris, tes enfants vont à l'école de la République. Ça peut devenir une schizophrénie intenable. La fierté des origines, c'est un moteur. Ça ne doit pas devenir un piège identitaire, une prison dorée. C'est tout le paradoxe. Alors, si on essaye de résumer, on a le tableau de deux trajectoires qui se percutent. D'un côté, une France qui semble tellement rongée par ses crises internes qu'elle en perd sa boussole stratégique et qui se réfugie dans des tensions extérieures. Et de l'autre, une Algérie qui utilise ce moment, ce vide, pour s'affirmer comme un pôle de stabilité, un acteur régional incontournable. C'est un chassé-croisé en plein cœur de la Méditerranée. C'est ça. On a beaucoup parlé de qui gagne et qui perd, du vide laissé par l'un et rempli par l'autre. Mais pour moi, la vraie question, celle qui va déterminer l'avenir de la région pour les 20 prochaines années, elle est ailleurs. Quand un ancien centre de pouvoir, comme Paris, commence à vaciller, la puissance montante, comme Alger, a deux choix. Le premier choix, c'est de vouloir simplement prendre la place laissée vacante, occuper le siège du chef, mais en jouant selon les mêmes règles, devenir une sorte de France de substitution. Le deuxième choix, beaucoup plus ambitieux, c'est de vouloir changer les règles du jeu, pour tout le monde. La vraie inconnue, elle est là. Est-ce que l'Algérie veut juste sa part du gâteau dans le vieux système, ou est-ce qu'elle a la vision et l'audace de proposer un nouveau système ? Une nouvelle façon de concevoir les rapports de force. C'est sur cette question que se jouera le prochain acte. L'idée qu'il y aurait en France un puissant lobby anti-algérien. Un lobby qui serait très actif et qui pratiquerait ce que certains appellent sans détour de l'algérienne bashing. C'est une accusation qui est lourde, oui. Et ça nous oblige à plonger dans cette relation franco-algérienne qui est toujours aussi complexe, passionnelle. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer ce qui se cache derrière cette idée, de comprendre les critiques, qui sont parfois virulentes, contre la diplomatie française, et puis surtout, de mesurer les conséquences géopolitiques, économiques, très concrètes de cette tension. Le parcours est assez fascinant. On va d'abord s'interroger sur cette notion de lobby. Qui sont ces gens, juste ? Et puis on verra comment ce discours public, qui est très dur, se heurte à une réalité de lien beaucoup plus profond.
Absolument. Et après avoir analysé la stratégie diplomatique française et ses limites, on va mettre en lumière un pivot stratégique majeur, celui d'un autre grand pays européen. Un mouvement d'une ampleur considérable qui se déroule, figurez-vous, dans un silence quasi total. Alors, allons-y, cette idée d'une campagne organisée, c'est sérieux. Quand on regarde les noms qui sont mis en avant, on a une liste vraiment hétéroclite. On y trouve des polémistes comme Éric Zemmour, Sarah Knafo, mais aussi des figures comme Bernard-Henri Lévy ou Jacques Attali. Qu'est-ce qui peut bien les réunir sur ce sujet ? C'est le point clé. La liste s'étend aussi à des personnalités politiques plus, disons, traditionnelles. Le sénateur Bruno Retailleau, les dirigeants du Rassemblement national. En fait, il ne s'agit pas d'un club formel avec des réunions secrètes, vous voyez. Il faut plutôt voir ça comme une convergence d'intérêts qui crée un écosystème. Un écosystème ? C'est-à-dire ? C'est un environnement où des voix très différentes pour des raisons qui leur sont propres, convictions idéologiques pour les uns, enjeux de politique intérieure française pour les autres, finissent par marteler en fait le même discours de défiance. Le résultat, c'est que vu d'Alger, cette cacophonie, elle ressemble à une campagne parfaitement orchestrée. L'effet, c'est celui d'un lobby, même si la structure n'en est pas une. Et au milieu de cette liste, il y a un nom qui détonne particulièrement. C'est celui de Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie, et pas qu'une fois, 2 fois. C'est ça. Et c'est ce qui rend sa position si particulière. Le voir consacrer sa retraite à une critique aussi systématique de l'Algérie, c'est décrit comme du jamais vu pour un diplomate de ce rang. Les termes utilisés sont d'ailleurs très directs. On parle de cracher sur l'Algérie. C'est violent. On a donc ce bruit médiatique, ce discours public qui est très dur. Mais ce qui est frappant, c'est à quel point il semble déconnecté d'une autre réalité, celle du terrain. Une réalité beaucoup plus nuancée, beaucoup plus profonde. C'est tout le paradoxe. On pourrait appeler ça le principe de réalité. Ce principe, c'est d'abord les liens humains. Des millions de personnes dont la vie est tissée entre les 2 rives de la Méditerranée. Des familles, des amitiés, une langue partagée. Et au-delà de ça, des échanges commerciaux, universitaires, constants. C'est un tissu de relations qui est extrêmement serré et qui continue de vivre, loin de l'agitation politique. Et au-delà de l'humain, il y a la géopolitique pure et dure. L'Algérie, on l'oublie parfois un peu. On l'oublie beaucoup trop. C'est le plus grand pays d'Afrique depuis la scission du Soudan, un véritable géant. Un géant, avec des ressources en hydrocarbures considérables, on va y revenir, c'est absolument crucial, et puis un débouché majeur pour l'industrie française, pour les céréales françaises. Ignorer ce poids stratégique, c'est tout simplement commettre une erreur d'analyse fondamentale. Ce qui nous amène vraiment au cœur du problème. Si les liens sont si profonds et les intérêts si importants, pourquoi cette diplomatie de la confrontation ? Est-ce un manque de lucidité de la part de Paris ? La critique, en fait, ne porte pas tant sur le fond des désaccords, qui sont réels, que sur la méthode. L'idée de fustiger publiquement l'Algérie de manière répétée est considérée comme la pire approche possible. On décrit souvent les dirigeants algériens comme susceptibles, mais ce n'est pas de la psychologie, j'imagine. Il y a une raison historique, politique à cette réaction ? Évidemment, c'est une question de fierté nationale et de souveraineté. Pour des raisons qui tiennent à l'histoire. Toute approche perçue à Alger comme une injonction ou une leçon venant de l'ancienne puissance coloniale est vouée à l'échec. C'est un réflexe. C'est une question de posture, en somme. Imposer publiquement une décision, ça rend politiquement impossible pour Alger de l'accepter sans perdre la face. Précisément, la thèse, c'est que les vrais sujets de friction, comme la question des OQTF, l'obligation de quitter le territoire français pour les personnes en situation irrégulière, oui. Voilà. Ces sujets hautement sensibles devraient se régler en toute discrétion, loin des micros. L'expression qui revient, c'est « derrière les portes capitonnées des chancelleries ». Si vous les mettez sur la place publique, c'est la garantie de voir le pouvoir algérien se cabrer. Bon, je veux bien jouer l'avocate du diable. La diplomatie silencieuse, ça a ses limites. À un moment, quand rien ne bouge, la pression publique n'est-elle pas le seul levier qui reste ? Surtout sur un sujet comme les OQTF, qui est aussi un enjeu de politique intérieure brûlant en France ? C'est un argument recevable, sauf qu'il faut regarder le résultat. La question est posée très crûment. Cette stratégie de la confrontation publique, ça a changé quoi en fait ? Et la réponse, elle est sans appel. C'est-à-dire ? Strictement rien. Si ce n'est de geler les relations, de rompre les contacts et de rendre le dialogue quasiment impossible. On a l'exemple très concret de la décision de réduire drastiquement les visas pour des dizaines de hauts responsables algériens. Exactement.
Et personne ne conteste la légitimité de la France à prendre une telle mesure. La question est celle de son intelligence stratégique. On oppose cette tactique, qui est très réactive, à la vision à long terme de dirigeants comme Poutine ou Xi Jinping, qui réfléchissent toujours avec 3 ou 4 coups d'avance. C'est une critique assez sévère. Ça revient à dire que la diplomatie française navigue à vue, qu'elle réagit au coup par coup, de manière presque épidermique, peut-être pour satisfaire une opinion publique, mais sans plan d'ensemble. C'est l'idée. D'accord, on prend cette mesure sur les visas. Et après ? Quel est le tout d'après pour établir une relation de travail ? La suggestion, c'est qu'il n'y en a pas. On se retrouve dans une impasse, un dialogue de sourds, un vide. Et la première règle en géopolitique, c'est que le vide est toujours... Il est toujours comblé par quelqu'un d'autre. Exactement. Et c'est là que l'analyse bascule sur un point qui est, semble-t-il, complètement invisible dans le débat français. On arrive en effet au cœur de l'information, à cet angle mort quasi total, le pivot stratégique spectaculaire de l'Italie vers l'Algérie. Pendant que Paris et Alger sont dans une sorte de guerre de tranchées diplomatique, Rome avance ses pions à une vitesse foudroyante. Le pivot italien. Racontez-nous. L'image la plus forte, c'est celle du 5e sommet italo-algérien qui s'est tenu à Rome. On y a vu la première ministre italienne, Giorgia Meloni, et le président algérien Abdelmadjid Tebboune se recevoir avec une chaleur, un faste, qui semble surréaliste comparé au climat polaire avec la France. L'expression utilisée, c'est qu'ils sont quasiment tombés dans les bras l'un de l'autre. C'est un symbole fort, en effet. Mais au-delà des embrassades, il y a du concret. Des accords, des chiffres. Du concret. Et les chiffres donnent le vertige. Il y avait 400 chefs d'entreprise italiens et algériens présents à ce sommet. 400. C'est énorme. C'est énorme. Et ce n'est pas que du business. La partie gouvernementale est encore plus impressionnante. 10 accords signés d'un coup. Et on ne parle pas de petits arrangements techniques. On parle de sujets régaliens. La justice, la lutte contre le terrorisme, la gestion de l'immigration. Donc des sujets sur lesquels la France et l'Algérie n'arrivent justement plus à se parler. Exactement. Et comme si ça ne suffisait pas, il faut ajouter à cela une trentaine d'accords purement commerciaux conclus en parallèle. 30 ? On n'est plus dans le rapprochement diplomatique, là. C'est la construction en accéléré d'un partenariat stratégique de tout premier plan. C'est une quasi-fusion économique, en fait. Les conséquences sont massives et immédiates. L'Italie est devenue le premier fournisseur de l'Algérie, mais aussi son premier client. Les échanges commerciaux ont explosé. C'est un basculement économique qui s'est opéré en un temps record. Et j'imagine que dans ce basculement, l'énergie est la pièce maîtresse. C'est le changement le plus stratégique. Il faut se souvenir du contexte. La guerre en Ukraine, la rupture avec le gaz russe. Face à cette crise, l'Italie a mené une politique de diversification ultra-agressive et sa carte maîtresse a été l'Algérie. Elle s'est réorientée massivement vers le gaz naturel liquéfié algérien, le fameux GNL. Qu'on transporte par bateau méthanier, oui. Contrairement au gaz qui arrive par gazoduc, ça offre une flexibilité énorme. Une flexibilité qui a permis à l'Italie de reconfigurer sa sécurité énergétique à une vitesse record. Et là, on arrive à un chiffre qui est stupéfiant. Bientôt, près de 40% de toutes les sources d'énergie en Italie proviendront d'Algérie. 40%, c'est colossal. C'est une refonte complète de leur doctrine de sécurité énergétique avec l'Algérie comme nouveau pilier central. En résumé, l'Italie a remplacé sa dépendance à la Russie par un partenariat stratégique ultra solide avec l'Algérie. Elle a sécurisé son avenir énergétique en adoptant une approche diplomatique, pragmatique, respectueuse et axée sur les intérêts mutuels. C'est une image absolument saisissante. Pendant que le débat français s'enflamme sur des questions de mémoire ou de visa, l'Italie, elle, construit discrètement une véritable autoroute économique et énergétique avec Alger. Et les gains de l'un sont presque mécaniquement liés à l'impasse de l'autre. Le pragmatisme italien a prospéré dans l'espace qui a été laissé vacant par le raidissement de la relation franco-algérienne. C'est un cas d'école. Si on résume, on a donc d'un côté une relation franco-algérienne paralysée par un discours public conflictuel et une diplomatie jugée contre-productive. Et de l'autre, un acteur comme l'Italie, qui, de manière discrète mais redoutablement efficace, bâtit un partenariat surpuissant avec ce même pays. Ce qui est fascinant, c'est cette illustration quasi parfaite de la vitesse à laquelle les équilibres peuvent bouger. Surtout quand une place est laissée vacante. Et que quelqu'un de plus agile ou simplement de plus pragmatique. est là pour l'apprendre. Cela met en lumière un décalage qui est potentiellement très dangereux entre le bruit du débat national, souvent centré sur la politique intérieure, et les grandes manœuvres géopolitiques qui se jouent en parallèle, juste à côté.
Et cela nous laisse avec une dernière pensée à méditer. Une question qui découle directement de cette dynamique. À une époque où tout change si vite, quel est le risque pour une nation lorsque le bruit de son débat intérieur l'empêche d'entendre les opportunités et les menaces qui se dessinent juste au-delà de ses frontières? Hey everyone, today we're going to break down a really fascinating analysis that contrasts two Mediterranean powers, a France that's described as dealing with some serious internal turmoil, and an Algeria that's portrayed as a pillar of regional stability. So let's get right into the key arguments and explore what they might mean, especially for the Algerian diaspora. Right off the bat, the source material kicks off with this very direct address, which immediately sets a really personal tone. It's speaking straight to Algerians living in Europe, framing these big geopolitical ideas we're about to explore as something that hits close to home, a potential source of pride. All right, first up, let's look at one side of this equation. The analysis paints a picture of modern France as a nation that's grappling with some pretty serious internal discontent. Now, this really gets to the heart of the issue, showing us the sources of this anger. The analysis points to a population that's frustrated by what it calls absurd taxes, a constant struggle between soaring prices and wages that just won't budge, and an overall sense that things just aren't fair. The argument here is that this isn't just economic data. It's a recipe for some real, widespread social tension. And this is a core argument from the text. It suggests that instead of tackling these complex domestic problems directly, the political and media elite, according to the source, deflect all that public anger. And how do they do it? By creating a foreign adversary, turning all that internal frustration into an external conflict. Now, let's head to the other side of the Mediterranean and see how this all builds up. Because in stark contrast to the turmoil we just described, the source presents Algeria as a model of firmness and clear-headed national strategy. And this just brilliantly illustrates the central point of the entire analysis. On one side, you've got France, depicted as distracted by its own crises, kind of losing focus. On the other, you see Algeria, shown as unwavering, independent in its foreign policy, and absolutely uncompromising when it comes to its sovereignty. So, the analysis really hinges on this whole concept of national sovereignty. As you can see it defined here, is presented as the very foundation of Algeria's position, the ability to make its own decisions for its own benefit without being told what to do by outside powers. The core message is that the era of dependency, according to this source, is over. And according to this analysis, Algeria's strength isn't going unnoticed. It claims that this very independence is what really irritates certain external lobbies, precisely because a stable, sovereign Algeria can't be so easily influenced or controlled. So, what are the real-world consequences of this dynamic? This section explores how this contrast between the two nations is actively redrawing the geopolitical map of the region. The logic laid out in the analysis is pretty straightforward. A nation that's consumed by its own problems and distracted by what the source calls phantom enemies will inevitably lose its strategic footing. The argument is that France's inward focus is creating a power vacuum in a region where it once held major influence. And of course, a strategic vacuum never stays empty for long. The analysis points directly to Italy as a prime example of a country seizing this opportunity. It describes Rome moving intelligently, building a strong partnership with Algiers and securing major energy and trade deals, while Paris is looking elsewhere. The conclusion drawn here is pretty blunt. Italy's successful engagement with Algeria isn't just a win for Rome. It's framed as a direct symptom of France losing its way, a clear sign that its strategic missteps are having very real consequences. So let's bring this all full circle, right back to that message from the very first slide. The analysis argues that these high-level geopolitical shifts aren't just abstract. They connect directly to a personal, powerful sense of national identity for Algerians abroad. So why does this geopolitical maneuvering matter to an individual? The source suggests that for members of the diaspora who might face discrimination, this knowledge acts as a kind of powerful shield. The idea is that understanding your homeland is a strong sovereign player on the world stage, well, that can become a deep source of personal resilience and pride. This leaves us with a pretty powerful question to reflect on. When you see these two paths laid out side by side, one of internal distraction and one of external resolve, what does it truly tell us about the importance and strength of a nation charting its own course? And the analysis leaves us with this definitive statement. It's a powerful, uncompromising declaration that in the world it describes,
A nation's ability to decide its own fate is the ultimate non-negotiable principle. Between France and Algeria has always been, well, complicated. But what happens when that tension creates a genuine power vacuum? Today, we're diving into how a diplomatic deep freeze between these two nations has basically paved the way for a brand new player to come in and completely change the game. So let's kick things off with this really provocative claim from our source material. The idea here is that there's this organized, high-level campaign of what's being called Algerian bashing, a kind of steady drumbeat of public criticism that's happening in France right now. And this really sets the stage for the bigger story. The one our source suggests is unfolding almost entirely out of the public eye. You know, in the shadows, with huge geopolitical consequences for the entire Mediterranean. Okay, let's get into it. First up, we're going to take a closer look at this claim about an alleged lobby, and more importantly, who was supposedly involved in this public chorus of criticism against Algeria. The analysis points to a surprisingly, well, diverse group of public figures. We're talking about everyone from outspoken media personalities like Eric Zemmour and famous intellectuals like Bernard-Henri Lévy, all the way to high-ranking politicians like Senator Bruno Retailleau. But the real head-turner, it's even a former top diplomat Xavier Drienboer, who was France's ambassador to Algeria not just once but twice. That's unusual. Now, what's really fascinating here is how this whole thing is defined. It's not necessarily some formal, coordinated lobby meeting in a secret room. It's described more as a media political ecosystem, where all these different voices just happen to amplify the exact same critical narrative, creating the effect of a deliberate campaign. All right, let's see how this builds, because according to our source, this public story, this narrative of conflict, it clashes, and clashes hard, with what it calls the principle of reality. You know, the actual deep-seated connections between the two countries. And this slide, wow, it just lays out the paradox perfectly. On one side, you've got this public conversation that's all about friction, history, and political jobs. But on the other side, there's the strategic reality. Deep family ties, extensive university and language links, and massive trade and energy interests. Oh, and let's not forget, Algeria is now the single largest nation in Africa. That's a huge deal. So you have this huge disconnect between the public talk and the strategic reality, and it all leads to the core critique of France's recent diplomatic strategy, which is presented as being, well, fundamentally broken. The analysis suggests that when you're dealing with sensitive issues, and especially with the Algerian leadership, there's really only one effective path: quiet diplomacy. The argument is that public confrontation is exactly the wrong way to go, because it just backs leadership into a corner. And this outlines a totally predictable three-step cycle. First, France makes a public criticism about a touchy subject like visas. Second, the Algerian leadership, which is described as being very susceptible to public pressure from its former colonizer, just balks. And the result? The dialogue freezes solid, and absolutely zero progress gets made. Which leads to the most blunt, practical question you could ask. After all the public criticism, all the pressure, what has it actually accomplished? The answer is pretty brutal: strictly nothing. The confrontational method has achieved absolutely nothing. In fact, you could argue it's made things even worse by causing a complete breakdown in communication and freezing all contact. Now, a diplomatic vacuum like this, it never lasts long in geopolitics. And this brings us to the real heart of this analysis: a massive, under-the-radar strategic pivot by Italy that has just completely changed the entire game. So, get this. While the relationship between Paris and Algiers was in the deep freeze, Italy's Prime Minister, Giorgia Meloni, was literally rolling out the red carpet, warmly welcoming the Algerian president in Rome for a major summit. And the scale of this was just immense. I mean, this was not just a photo op. We're talking about a major business summit with 400 CEOs from both Italian and Algerian companies there in attendance, all ready to make deals. And they didn't just talk. They signed a staggering number of concrete deals. I mean, just pause on this for a second. 10 intergovernmental agreements on everything from anti-terrorism and immigration to industry. And on top of that, another 30 commercial contracts. This is a real partnership being built at lightning speed. So, as a direct result of all this focused effort, Italy has now become Algeria's #1 supplier and its #1 customer. This isn't just a small shift, it's a fundamental reordering of economic power and influence in the region. But
But the most strategic shift of all? It's in energy. With the whole world needing to move away from Russian gas, Italy has made a huge bet on Algeria. Soon, nearly 40% of all of Italy's energy is going to come from Algeria, making it the central pillar of the country's entire energy security. So, here's the crucial point. What does it all mean when we put these two stories, France's stalemate and Italy's runaway success, right next to each other? This analysis paints a really stark picture of two completely different approaches that are getting vastly different results. France is seen as stuck in public conflict and past grievances, which leads to a total impasse. Meanwhile, Italy is all about warm diplomacy, business, and energy, and they're building a deep strategic partnership. Ultimately, what this analysis shows is that Italy's success was no accident. It was built directly in the geopolitical space that was left empty by the Franco-Algerian diplomatic freeze. One country's problem became another country's golden opportunity. And this leaves us with a final, really powerful question to think about. In a world that is changing so incredibly fast, what's the real cost when the noise of a country's internal politics gets so loud that it can no longer see the major geopolitical shifts, both the opportunities and the threats, that are happening right outside its borders?